Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Dans un instant, nous allons partir sur le terrain, évidemment, d'où nous attend donc Ali Touré. Il est le procureur spécial donc, de la CREIF. Il va intervenir dans un instant. Pourquoi la cacophonie, mon cher Jacques Lewal? On ne comprend pas. Que se passe-t-il exactement? Voilà. Il y a beaucoup d'interrogations. D'abord, d'interprétations surtout. D'interprétations voilà. aussi. Parce qu'on aurait même appris que Diané serait sorti de prison, mais c'est qui est faux. Parce que, c'est pas vrai. Oh, mais non, enfin, je te dis, c'est qu'il en est. Parce qu'apparemment, il est malade, il est souffrant. Et il se trouve donc du côté de Corenty. Donc on a voulu faire une exception pour le sortir de là et tout ça. Sauf ça que, sont des possibilités qui sont offertes. Non, mais c'est ce que je dis justement. Mais sauf que c'est faux. Parce que moi, j'ai eu des confirmations ce matin. Voilà, de quelqu'un qui est avec eux là-bas en prison. Voilà. De toutes les façons, pour des cas de maladie, lorsque ça arrive et que cela est signalé, on peut donner la possibilité à un détenu d'aller se faire soigner. Avec bien entendu le médecin spécialiste du côté d'Ignace Dine, c'est souvent l'hôpital référé et puis évidemment on repart. Mais je crois les principales interrogations, c'est d'abord dans un premier temps pourquoi le mandat de dépôt pour ces 4 inculpés et puis en plus est-ce que les audiences démarrent cette semaine? La grosse question sera qui mieux pour nous répondre? Ali Touré, en direct chez les grandes gueules. Les grandes gueules. Bonjour monsieur le procureur et bienvenue sur Espace et dans l'émission Les GG. Bonjour à Espace Guinée, Espace FM. Bienvenue donc monsieur le procureur. La première question qu'on voudrait donc vous poser, est-ce que c'est vrai, comme nous l'avons entendu la semaine dernière, les audiences démarrent ce lundi? Malheureusement non, les 2 audiences ne démarrent pas ce lundi. Chez nous, dans le dossier que les avocats ont publié toute la semaine là, dans les médias. Donc, monsieur le procureur, pourquoi ce rétropédalage? Puisqu'à un moment donné, on parlait de flagrant délit. Et lorsqu'on parle de flagrant délit, normalement, les jours qui suivent, le dossier doit s'ouvrir parce qu'on suppose que vous avez des preuves suffisamment pour pouvoir inculper ces personnes. Pourquoi ramener cette fois-ci le dossier devant l'instruction? Bien d'accord, c'est vrai, c'est pas un rétropédalage, ce n'est qu'une application de la loi que moi j'ai faite. En fait, le dossier a été orienté en flagrant délit parce que moi, en tant que procureur poursuivant, je poursuis avec conviction. Je sais pourquoi j'ai opté pour la procédure de flagrance parce que j'ai des éléments suffisants sous ma main. Mais lorsque vous orientez le dossier en flagrant délit, la loi a dit que l'audience doit se tenir sur le champ quand l'individu est placé sous mandat de dépôt, comme c'est le cas. Bien. Alors, si ce jour il n'est point tenu d'audience, la loi a dit qu'il faut déférer l'affaire à l'audience du lendemain. Et si ce lendemain, le tribunal ne peut pas se réunir, le procureur a l'obligation, et dans l'immédiat, d'ouvrir une information judiciaire. C'est ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas un rétropédalage, ce n'est qu'une application de la loi que j'ai fait. Ce n'est pas un rétropédalage. Donc, vous êtes en train de dire ce matin que ce n'est pas un problème de preuve contre ces détenus, comme les gens le faisaient croire, parce que beaucoup estimaient que si vous avez décidé d'envoyer devant l'instruction, c'est parce que vous avez certainement constaté que les éléments qu'on les reprochait étaient certainement assez légers, où il n'y a pas de preuve contre eux. Et il dit qu'il a suffisamment de preuves. De quelles preuves exactement il parle? Quels sont les textes que eux-mêmes ils utilisent? Parce que, à mon sens, nous utilisons les mêmes textes. Nous avons le même droit positif. Ce que je vous ai dit, c'est l'esprit de l'article 462, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Je suis formel là-dessus. Ce n'est nullement un manque de preuves. Ce n'est nullement que le procureur a un déficit de preuves. Cette enquête, je rappelle que c'est moi qui l'ai ouverte. En ma qualité de procureur spécial, c'est moi qui l'ai ouverte. C'est moi qui la suis. Ouais. Ce n'est même pas fini, nous sommes à mi-parcours. Mais c'est quelque chose qui continue, c'est pas fini. Monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de douter fortement ce matin. Vous avez ouvert une procédure en flagrant délit. Très bien. Moi, je pense que ça vous a empêché, ou plutôt permis, de ne pas passer directement par la case prison, sans passer par un juge d'instruction, parce que, à mon avis, vous saviez qu'aucun juge d'instruction en Guinée ne les aurait enfermés ce jour-là. Je pense que c'est cela, à mon humble avis. Bon, votre avis, il vous engage, je respecte votre avis.
Sauf que nous n'avons pas le même avis parce que moi, je suis magistrat, je suis procureur. Monsieur le procureur, vraiment, écoutez, je ne comprends pas ce matin que vous puissiez nous dire que vous changez de procédure en cours. Pour moi, c'est du jamais vu. Que vous partez du flagrant délit, ce qui vous permet de les enfermer immédiatement, et puis en cours vous changez de procédure. C'est quand même assez incroyable. Moi, je n'avais jamais vu ça dans aucun pays du monde. C'est M. Ahmed qui parle. Oui, c'est Ahmed Kourouma. Oui, c'est M. Kourouma. Voilà, permettez-moi de vous renvoyer à l'article 462, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Bien. Je ne l'ai pas sous mes yeux, mais je vous lis l'esprit de l'article. Lorsque un dossier est orienté en flagrant délit et l'individu placé sous mandat de dépôt, l'audience doit se tenir sur le champ. Et si ce jour, il n'est pas tenu d'audience, l'affaire est déférée à l'audience du lendemain. Moi, je vous le dis franchement, j'ai tenu à ce que le dossier soit jugé le jeudi. Les avocats dans mon bureau ont tenu à ce que l'audience soit renvoyée au lundi. Et alors, moi, je suis légaliste. Je sais que c'est quelque chose qui ne va pas sécuriser ma procédure. Parce qu'ils vont nous opposer le fait que l'article 462 dit qu'il faut tenir l'audience le lendemain. Or, tout le monde Monsieur le procureur, admettons, monsieur le procureur. Oui, allez-y. Il a fini. Allez-y. Vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Et tout le monde sait que le lundi, ce n'est pas le lendemain du mercredi. C'est jeudi. Le jeudi, l'audience ne pouvait pas se tenir. Moi, j'ai ouvert immédiatement une information. Et par courrier administratif, j'ai adressé un courrier à tous les avocats constitués dans cette affaire pour leur dire que le dossier initialement orienté en flagrant délit, dont ils sont les conseils, a été transmis devant la Chambre et de s'adresser à cette Chambre pour tout besoin de procédure. C'est ce que j'ai fait. Monsieur, vous avez fini là ? Allez-y. Bon, monsieur le procureur, alors, puisque, admettons que je fasse vraiment un effort intellectuel considérable et que j'aille dans votre sens, c'est quoi le flagrant délit? Puisque vous nous dites là maintenant, je voulais que il soit déféré immédiatement devant le tribunal. Très bien, vous saviez qu'à l'heure à laquelle vous les avez fait enfermer, c'était impossible, la tenue du procès est impossible, mais deux, quelle est la notion de flagrant délit qui vous a permis de les faire emprisonner en flagrant délit? C'est ça qui est très bizarre. Le flagrant délit là, on le comprend pas. C'est la pertinence des preuves, M. Ahmed, la pertinence des preuves. Alors, monsieur le procureur, alors la question, Ahmed, je crois que c'est pas une interview entre vous deux. Donc, la question maintenant, c'est au niveau du choix que vous avez fait. Parce que l'opinion générale, on s'est dit, mais on aurait pu les garder à la maison sous contrôle judiciaire. Ils auraient pu, lorsque vous avez besoin d'eux, se présenter. Pourquoi vous avez choisi de les incarcérer? D'autant plus que le 17 février dernier, vous aviez déjà pris une ordonnance interdisant leur sortie du territoire. Moi, je ne prends pas d'ordonnance, je parle en termes de réquisition. C'est des réquisitions que j'ai prises. Voilà. Et ça, c'est mon appréciation personnelle en tant que procureur spécial. La loi dit que le procureur reçoit les dossiers et apprécie souverainement la suite à leur donner. Ça, c'est mon appréciation personnelle en fonction des réalités du dossier. C'est simple. Bien. Ali Touré, procureur spécial donc de la CRIEF, en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez, Antoine. Oui, monsieur le procureur, il y a quand même jusque-là une partie autour de ce dossier sur lequel on est un peu flou. Ce sont les charges qui pèsent contre ces personnes. Aucun citoyen, ou disons, même dans la presse, on a du mal à être précis au niveau des charges. Quels sont les éléments à votre niveau qui sont suffisamment graves ou pertinentes qui permettent de les maintenir en prison? Est-ce que ce matin, Ali Touré peut nous dire clairement, voici les éléments qu'on a contre Kassory qui font qu'il ne peut pas sortir de prison? Entre autres. Est-ce qu'il est toujours là? Allô? Voilà, je pense qu'on l'a perdu. J'espère que le ministre n'est pas intervenu aussi dans ce sens-là. Ali Touré, est-ce que vous êtes toujours là? Voilà, je pense qu'on l'a... Allô?
Voilà, je pense qu'on l'a perdu. On va essayer de le rappeler, mon cher Amadou Sow, évidemment, ce matin à la réalisation de l'émission. Mesdames et messieurs, voilà, on a écouté Ali. Tu fais bien de poser cette question. Oui, parce que jusque-là, il faut le dire clairement, on n'est pas contre le fait qu'on mette des gens en prison. Si la procédure suit son cours normal, ben, il faut qu'on sache de quoi il est question. Qu'est-ce qu'on leur reproche clairement. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai suffisamment d'éléments sous la main sans qu'on les brandisse publiquement. Non, vous ne pouvez Les grandes gueules. Où se trouve le secret? En pareil cas, normalement, les avocats, en principe, qui peuvent, à mon avis, qui doivent avoir accès à ça. Parce qu'il y a le secret de l'instruction qui est là. Oui, il y a le secret de l'instruction. Mais quand on arrête un citoyen contre qui il y a des charges graves qui pèsent, les citoyens ont le droit de savoir de quoi il s'agit. On ne peut pas les cacher. Absolument. Il faut qu'on dise clairement, voici les éléments qu'on a contre lui. Flagrant délit, comment? Est-ce que ce sont leurs comptes bancaires qui sont assez garnis en argent? Est-ce que c'est les sociétés? Le procureur a fait allusion à une disposition, par exemple dans le code de procédure pénale, qui dit clairement que le procureur peut opter pour une procédure de flagrant délit lorsqu'il y a deux volets, soit la personne qui est mise en cause a avoué les faits, ou lorsqu'il constate qu'il y a assez de charges contre la personne pour que la personne soit inculpée. Donc il a opté pour le deuxième volet, estimant qu'il y avait beaucoup plus de charges contre les gens. C'est ce qui l'a amené à aller vers un flagrant délit. Chose qu'on attend de savoir, parce que même l'arrivée des avocats dits internationaux qui sont arrivés hier des grandes gueules. L'avocat malien et celui sénégalais qui sont venus pour Kassouri, je crois bien, ça montre suffisamment que le cas Kassouri prend l'affaire au sérieux. Si aujourd'hui, malgré le collectif d'avocats en Guinée, au nombre de plusieurs... C'est lui qui choisit de prendre ses avocats. C'est pas une question de sérieux. Il prend au sérieux. Le fait, il a le bâtonnier, Djibril Kouyaté, quand même, qui est son avocat en Guinée. Si malgré lui, on envoie... Si on envoie un renfort, s'il y a un renfort qui vient de l'étranger, c'est important de comprendre que le camp Kassouri prend l'affaire au sérieux. C'est important que nous, citoyens, soyons édifiés sur ce qui se passe. Il faut que le procureur... Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On va essayer de le rappeler. Allez-y. Moi, je voudrais quand même lire la notion de flagrant délit pour que nous on la connaît, mais nos auditeurs ne la connaissent pas forcément. Bon, je la lis. Merci. Le flagrant délit est une situation dans laquelle une infraction est en train d'être commise ou vient d'être commise. C'est aussi simple que ça. Non, c'est pas fini. Oui, tu as raison, c'est pas fini. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Souvent, une personne est prise sur le fait au moment de son infraction ou immédiatement après et en possession d'indices faisant supposer sa participation à une infraction. Voilà la fin. Justement, l'indice. Maintenant, le procureur te dit qu'il y a suffisamment de charges contre eux. Donc, ce que tu dis là, le code de procédure pénale a donné plusieurs définitions. Et plus loin, à chaque fois qu'il y a une disposition, plus en bas, il y a une autre disposition qui vient. On peut débattre jusqu'à demain matin. Sur cette question-là. On peut débattre jusqu'à demain matin. Tu ne me feras pas croire, que les droits de la défense n'ont pas été respectés. Attendez, je finis. Vous ne ferez pas croire ce matin que les droits de la défense ont été respectés. 2, je vous dis que la procédure de flagrant délit qui a été initiée ce jour-là était faite pour ne pas passer devant un juge d'instruction. Point final. Il fallait, je finis. Écoute-moi, ça permet de... Écoute-moi, écoute, ne te borne pas comme un bon mouton à écouter ce que le procureur te dit bêtement. Moi, je te dis une chose. Mais c'est la vérité, petit. C'est la vérité. Tu es là comme un perroquet. Tu es là comme un perroquet à répéter. Non, je suis désolé. Il y a un moment donné, ça suffit. On va pas te laisser continuer. Quand il est acculé, il devient le problème avec Ahmed, c'est qu'il ne faut pas le mettre dans... Ben voilà, c'est pas un débat de personne. Allez, les GG continuent. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Oui, et tous les matins, évidemment, aussi sur Espace TV, mesdames et messieurs, Antoine Kourman, on s'intéresse à cet autre sujet, évidemment. Menace de grève dans le secteur de l'éducation, que se passe-t-il? Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'intercentrale de l'éducation qui a sorti récemment un communiqué dans lequel il menace d'aller en grève. Cela fait suite, bien sûr, au protocole d'accord signé récemment entre le gouvernement, le syndicat et le patronat. Oui. Et il y aurait eu une entente pour
la satisfaction de certaines requêtes des syndicalistes. Vous vous rappelez que dans ce protocole d'accord signé, il a été indiqué qu'il y a eu une majoration des primes de transport au niveau des agents publics à 15%, une majoration des allocations familiales de 25 000 francs guinéens, et ensuite le SMIC qui passe de 440 000 à 550 000 francs guinéens. Et puis les fonctionnaires qui doivent aller à la retraite doivent attendre encore à cause de l'accompagnement honorable que le gouvernement veut leur accorder. Il était dit qu'on allait leur octroyer 2 mois de leur salaire après la retraite. Et aujourd'hui, les syndicalistes demandent 1 an d'accompagnement pour leur retraite. Après ce protocole d'accord qui a été signé par une dizaine de signataires, parce qu'il y a le syndicat où les syndicalistes ont été représentés par au moins 8 centrales, et ensuite il y a eu le patronat, le gouvernement. On a tous vu, je crois, si la régie est avec nous, on a ces signatures qui ont été faites par tout ce gotha de personnes. Beaucoup de signatures. Beaucoup étaient même étonnés de voir que pour un tel protocole, qu'il y a autant de signatures. Voilà, vous le voyez. Avec les cachets. Voici les signatures qui ont été faites. Quelques jours après, il y a cette sortie. On dirait un document du FBI. Des syndicalistes. Il y a cette sortie des syndicalistes. Robin, c'est terrible. Il y a beaucoup de cachets. C'est surtout ce qui retient les attentions, c'est le SMIC qui passe de 440 000 à 550 000, soit une augmentation, je crois, de 150 000 ou de 160 000. 160 000 francs. Est-ce que c'est pertinent? C'est la grosse question que l'on se pose. L'intersyndicale on inculte notre économie là. Qui fait une sortie composée de la FSPE, du SLEG et du SNE, fait une sortie pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce protocole d'accord. Pourquoi? Ils ne sont pas d'accord. Ils ont des requêtes, ils ont des exigences au niveau du gouvernement. Voici quelques points qu'ils revendiquent. Ils exigent le respect du protocole d'accord du 28 septembre 2020. Ils exigent que le SMIC passe de 440 000 à 1 500 000 francs guinéens. Le SMIC. Le SMIC, oui. Et le paiement immédiat des primes d'incitation au niveau des enseignants. Et l'avancement en grade des fonctionnaires, il y a beaucoup d'éléments qu'ils revendiquent. Je me suis arrêté à ces 4 points pour un peu énumérer ce qui se passe au niveau du syndicat, mais aussi du gouvernement. Le protocole d'accord a été salué par presque tout le monde au niveau du gouvernement et des syndicalistes. Oui. On a vu cette sortie médiatique du Premier ministre à qui on a remis les résultats du travail qui a été effectué, qui était fier, et presque tout le gouvernement était fier de ce résultat obtenu. Parce que nous apprenons que ça a été une négociation qui a été très âpre. Tu parles des revendications là. Tu parles des revendications du protocole d'abord. Okay, protocole. Okay. Parce qu'à la fin, on nous apprend que la prochaine rencontre pour des négociations, ce sera au mois d'avril 2023. C'est-à-dire qu'il y a une trêve qu'on va observer. Et jusqu'en 2023, il n'y aura pas de grève en Guinée, à l'issue de ce protocole d'accord, ce qui a été signé. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'intercentrale syndicale de l'éducation, le SLEG, la FSPE et le CNE font partie des centrales syndicales. Le SLEG est membre de la CNTG, ils ont récemment intégré la CNTG après avoir quitté l'USTG, et d'autres font partie des autres centrales syndicales. Comment comprendre que les centrales signent un protocole d'accord et que les fédérations syndicales sortent pour dire qu'on n'est pas d'accord? C'est la grosse question. Et même dans cette déclaration qui sort des syndicalistes, j'ai envie que l'autre copie sorte. On a un nom qui apparaît, qui m'a surpris. En lieu et place d'Abakar Souma, c'est Abakar Silla qui sort. Abakar Silla, lequel? Abakar Silla à la place du secrétaire général du syndicat, du SLEG. Mais quel Abakar Silla? C'est pourquoi j'ai envie que la régie nous montre cette image. Ça juste illustrer. Est-ce une erreur? Parce que si c'est le cas, je me pose des questions parce qu'on prend la peine de bien écrire. Vous voyez, c'est bien écrit Abakar Silla. Quel Abakar Silla? Je me suis renseigné, on me dit que ce n'est pas une erreur. D'accord. C'est Aboubakar Silla qui parle au nom d'Aboubacar Souma, parce qu'Aboubacar Souma, il est à la retraite, il ne peut pas continuer à parler au nom des enseignants qui sont en fonction. C'est quel SLEG alors? Le SLEG qui le dirige. D'Abakar Souma. Le SLEG d'Aboubacar Souma. Donc Abakar Souma accepte officiellement d'aller à la retraite. Alors là, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un gros souci. Il y a un souci parce que Abakar Souma ne l'a jamais accepté. Le SLEG des Non, mais ils ont mis de fait à la retraite quand même. Non, il y a un gros souci. Il n'a jamais accepté. Il n'y a pas un décret. Abakar Souma a dit que la loi supranationale
où les lois supranationales l'autorisent à continuer à travailler dans le syndicat. Si aujourd'hui on voit qu'en lieu et place d'Abakar Souma, c'est Abakar Sylla qui signe au nom du SLEG. Vous avez appelé Abakar Souma ou pas? Moi, je n'ai pas parlé avec lui. On l'a pas appelé encore. On va essayer de l'appeler. Oui. Allez, appel cash. Allez-y, Amadou Sow, s'il vous plaît. Ce que moi je en attendant, Roby, si tu permets, je voudrais revenir sur les raisons de ce revirement. Vous savez, les syndicalistes, ils avaient demandé le SMIC à 1 500 000. C'est la folie. Ce qui n'a pas été obtenu. Ils estiment que les centrales ont été marquées au tout cours des négociations par un point particulièrement. Ça, moi, ça m'avait échappé, mais je l'ai vu ce matin. Il s'agit du paiement à temps des subventions des centrales syndicales qui est de 3 milliards. Et de procéder à son autorisation, à son augmentation, pardon, de 6 milliards. C'est dans le protocole. Vous savez, depuis 2018, le gouvernement ne payait pas de subventions aux centrales syndicales. Donc, au cours des négociations, le gouvernement s'engage à payer, n'est-ce pas, ses arriérés. Au lieu de... On n'accepte pas d'augmenter, mais on accepte de payer. Et sur champ, on accorde 500 millions à toutes ces centrales. Donc, ce qui donne beaucoup plus d'assurance aux centrales. Pour ceux qui veulent aller en grève, ils estiment que les centrales ont été emportées par cela et finalement, ils n'ont pas regardé d'autres points avec beaucoup d'attention. Il y a un point, par exemple, qui est très évocateur de ce qu'ils disent. De l'opérationnalisation. Voilà. Là, il y a Abakar Souma qui nous appelle en direct. Voilà, donc on va essayer de voir. Amadou, je ne sais pas si c'est synchronisé avec la console. Voilà, allez-y, Jacques, vous allez essayer de décrocher ça de l'autre côté. Voilà, le temps pour Amadou de l'appeler. Donc de l'opérationnalisation des deux institutions de protection sociale, INAMO et CNPSAE. Ouais. Pour l'INAMO, par exemple, le gouvernement Kassori avait trouvé un accord avec les syndicalistes du prélèvement de 5% sur les salaires des fonctionnaires. Mais c'est grave, quand le CNRD est arrivé, c'est la falsification. Quand le CNRD est arrivé, il a annulé. C'est grave. Merci Ahmed, je suis désolé, mais quand ils disent que le gars il parle au nom d'Abakar Souma, on a en direct d'ailleurs Abakar Souma, voilà, il est en direct ce matin chez les GG. Appel cash. Abakar Souma, bonjour. Bonjour. Voilà. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Alors, comment expliquer le fait que ce soit Abakar Sylla qui est signé au nom du SLEG et non Abakar Souma? On nous oppose le fait que vous soyez à la retraite et que vous ne parleriez plus au nom du SLEG. Est-ce que vous confirmez? Merci d'abord d'avoir posé cette question, mais je crois que nous avons déjà débattu cette question sur les Grandes Gueules. Et lorsque le problème de retraite s'était opposé, j'avais dit clair et fort, et que les conventions internationales priment sur les lois nationales. Et tout le monde sait comment, n'est-ce pas, cette loi-là a été n'est-ce pas, créée. C'était sur instruction du président de la République. Alors ça veut donc dire que l'Aboubacar Sylla qui a signé n'est pas du SLEG. Abakar Sylla qui a signé n'est pas du SLEG. Abakar Sylla, ce sont les dissidents du SLEG. C'est ceux-là qui ont été exclus, qui ont été corrompus par le gouvernement déchu, qui ont pris de l'argent, n'est-ce pas, pour nous tailler. C'est eux qui ont saboté notre graine. Donc, ils ne sont pas avec nous. Ils sont quatre personnes. Ils sont avec les Tunkara. Ils sont partis. Quand Tunkara est parti, c'est lui qui parle maintenant. Donc, c'est les dissidents du SLEG. On ne le reconnaît pas, ils ne parlent pas au nom du SLEG. Donc, ça met complètement en doute ce document, parce que vous n'avez pas participé apparemment aux négociations. Ça veut dire que lui, il n'a demandé à personne de partir en grève. Ça veut dire que la mise en œuvre de ce document va connaître prochainement des problèmes. Je ne comprends pas la question. Vous dites que je n'ai pas participé à quelle négociation. Ce protocole auquel vous n'avez pas participé aux discussions, à l'élaboration et à la signature, va certainement mettre en véritable problème. La mise en place de ce protocole va connaître des difficultés ces jours à venir. Non, ça ne connaîtrait pas de problème parce que nous-mêmes, nous sommes inscrits dans la dynamique. Abakar Souma, la question de Roby, c'est liée à la déclaration de l'intersyndicale syndicale. Le préavis de grève, est-ce que le SLEG que vous pilotez se reconnaît dans ce préavis de grève? Voilà. Non. Le SLEG ne se reconnaît pas dans ce préavis de grève. Il a fait des déclarations et bien avant, lorsqu'il avait d'abord proféré, n'est-ce pas, les menaces d'aller en grève.
j'avais dit que c'était une grève sauvage parce qu'ils n'avaient pas respecté les procédures légales qu'il faut pour déclencher une grève. Ils ont rectifié les tirs. Maintenant, ils ont déposé dûment un préavis de grève. J'ai dit que le SLEG n'est pas partant. Le SLEG d'Abakar Souma n'est pas partant. On n'a pas été associés. Ils ne nous ont pas concertés. Donc, nous ne prendrons pas part. Mais nous avons informé toutes nos structures à l'intérieur du pays. Donc, on a créé jusqu'à Yomou, tous les secrétaires généraux sont informés. Le SLEG ne veut pas prendre part, n'est-ce pas, à cette menace de grève, à ce préavis de grève. Nous ne sommes pas concernés et on n'ira pas en grève. Monsieur Aboubacar Souma, vous avez été clair sur la question. Vous êtes syndicaliste. J'aimerais vous faire réagir sur ce protocole d'accord. Avec cette prime de CREI qui passe maintenant à 125 000, c'était 100 000 à l'origine, et 325 000 la prime de documentation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on... Peut-être que, je ne dirais pas un coup d'épée dans l'eau, mais cette augmentation, est-ce qu'elle n'est pas assez minime? Est-ce que les autres n'ont pas aussi raison pour dire qu'on allait négocier au détriment des fonctionnaires guinéens, parce que c'est très peu, même le SMIC qui est de 440 000 et à 550 000. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont aussi raison en disant que c'est insignifiant? Quand vous voyez tous les points, n'est-ce pas, qui ont été discutés, qui concernent le secteur de l'éducation, il y a eu, n'est-ce pas, des augmentations un peu partout sur plusieurs points. Donc, en regroupant ces points, il y a sensiblement, n'est-ce pas, une augmentation. Donc le fait que 4 échelons soient payés, n'est-ce pas, qui va effectivement impacter, n'est-ce pas, le grade et les échelons, ça va faire changer, n'est-ce pas, l'indice salarial qui va aussi faire en sorte que le salaire soit augmenté. Donc il y a ça, il y a les primes, les indemnités qui sont majorées de 25%, certaines primes à 15%. Donc tout cela, c'est un atout. Mais, comme je l'ai dit dans d'autres émissions, pour nous, cela aussi n'est pas consistant par rapport à la cherté de vie. Mais nous nous sommes inscrits dans l'explication qui a été donnée. Nous avons affaire à un gouvernement de transition qui n'est pas légal, qui a voté un budget d'austérité. La réclamation d'un syndicaliste dépend, n'est-ce pas, du budget n'est-ce pas, alloué par le gouvernement en place. Au moment où le gouvernement déchu là avait toutes les possibilités d'augmenter le salaire, n'est-ce pas, c'est comment les syndicalistes là se sont opposés, franchement opposés. Au moment où on a réclamé les 8 millions, ce sont ces camarades-là qui sont venus, n'est-ce pas, lorsque nous avons lancé l'équipe, n'est-ce pas, à travers le pays pour un recensement, tout ce que nous avons eu engrangé, ce sont ces camarades-là qui ont saboté tout ça avec le ministre Banou Bari, qui a déclaré qu'il y avait 11 000 fictifs avant qu'on aille, n'est-ce pas, pour le recensement, qui par après, le recensement, il n'a présenté que 5 500. Où est la différence là? Bien. Donc, c'est eux qui ont saboté, et Banou les a récupérés pour aller signer, n'est-ce pas, un protocole d'accord qui, au lieu que ce que nous avons engrangé soit mis sur le salaire indiciaire, n'est-ce pas, ils ont fait payer ça sous forme de prime d'incitation pour saboter la grève, pour amener les anciens à aller reprendre les cours. Bien. Donc ce sont ces éléments-là qui sont aujourd'hui, qui crient là aujourd'hui, n'est-ce pas, d'augmenter, n'est-ce pas, face à un régime qui, n'est-ce pas, qui n'est pas face à un gouvernement qui n'est pas légal, qui est en transition, qui a voté un budget d'autorité. Donc pour nous, on ne peut pas nous engager ce qu'on nous a donné. On pense en attendant que le budget, n'est-ce pas, de prospérité soit voté. Bien. Et que nous, là, en ce moment, on fera face à ce gouvernement de transition-là. Bien. Mais pour le moment, nous ne sommes pas dans cette grève. Voilà. Allez, Abakar Souma, il l'a dit. Hein. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mon cher Jacques Lewalino, notre invité s'est déjà installé évidemment dans ce studio. Eh bien, avec lui, nous allons débattre. On parlera droit ce matin. On parlera entre autres des droits de l'homme, mon cher ami. Oui, on parlera des droits et des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons le ministre en face, mais plus un avocat donc qui a des intérêts à défendre, un client qui se trouve donc détenu. Maître, bonjour. Bonjour. Donc, et bienvenue. Et donc, pour commencer, on aimerait bien vous toujours entendre. Un plaisir de le retrouver. Oui, toujours avec le même plaisir. Est-ce que c'est vrai que vous avez décidé de boycotter les audiences, ou disons la procédure en cours enclenchée contre vos clients? Non, je pense qu'il y a une nuance à porter. Okay. D'abord, la précision, parce que je viens sur ce plateau aujourd'hui pour parler de ce dossier. Exact. Dans les limites strictes, respect absolu du secret de l'information, si tant est qu'il y a une information. Et deuxièmement, en tant qu'avocat, je suis mal à l'aise d'être tout seul ici. En face, il n'y a personne. Parce qu'en face, hier,
le procureur s'est permis de venir sur les médias pour parler de ce dossier dans des conditions qui sont inacceptables. Et c'est pour ça que je viens pour lui porter la réplique. Donc vous ne vous retirez pas? Parce que j'ai pu entendre dans les communications hier que les avocats de ces anciens ministres décidaient de s'arrêter là. Sur le cas Zakaria Coulibaly. Non, je vous donne la nuance. C'est que pendant qu'on était dans la procédure dans laquelle on était, un collège d'instruction a été saisi par le procureur spécial au fin de reprendre la main de la procédure, ce pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas assurer de notre présence hier lorsque le ministre Zakaria Coulibaly a été convoqué à la CRIEF. Voilà l'information que j'ai. Alors, monsieur le ministre, pour revenir un peu aux derniers événements, le collectif des avocats qui défendent l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, porte en faux le fait que le procureur spécial de la CRIEF parle de flagrance dans ce dossier. Vous dites que dans pareil cas, notamment dans les griefs qui leur sont reprochés, détournement de fonds, blanchiment d'argent, etc., la flagrance délit n'est pas possible. Expliquez-nous un peu. A priori, elle n'est pas possible, mais ça, c'est notre argumentaire d'avocat de la défense. Notre vérité n'est pas absolue. On dit simplement que la flagrance est définie et comporte un élément d'instantanéité et d'immédiateté. Je vous mets une claque tout de suite, vous me retournez la claque, on est en situation de flagrance parce que l'événement qui est malfaisant se produit instantanément et immédiatement et à la limite, il y a même des traces que je vous ai donné un coup. Ça, c'est la flagrance. Maintenant, la flagrance telle que définie par le procureur spécial prend en compte. Par le code pénal. Non, procédure pénale. Par le code de procédure pénale. Moi, je dis rien de tout cela. Je dis ce que dit. C'est la loi qui le dit, maître. Non, ce que dit le procureur spécial, je parle du dossier. Je ne suis pas en dehors du dossier. Ce que dit le procureur spécial, c'est qu'il y a flagrance dans la mesure où, 1, des gens ont été démis de leur fonction depuis 7 mois. 2, l'infraction dont il s'agit a dû se commettre au moins durant leur exercice professionnel, fonctionnel du moins. Et troisièmement, il constate 7 mois après qu'il y a flagrance. On ne rentre pas dans ce débat-là. Ce que l'on dit simplement, et qui est le vrai débat, c'est qu'il vise, et il a visé hier ici, les dispositions de l'article 461 du Code de procédure pénale. C'est là qu'on lui dit qu'il a tout faux. L'article 461 indique que dans des circonstances exceptionnelles, le procureur spécial qu'il est peut, lorsqu'il poursuit des gens, décerner mandat dans des conditions telles qu'il lui est impératif de renvoyer les personnes qui font l'objet de mandat le lendemain devant le tribunal ou éventuellement le surlendemain. Oui, mais sur ce plan, il a été clair. C'est à la demande de leur avocat. Attendez, franchement, vous ne pouvez pas répéter ça. Les avocats ne sont pas les juges. Les grandes gueules. Les avocats assistent. Et je vous dis simplement 461. Pourquoi citer 461 qui cite 144? Et l'article 144 reprend les dispositions pertinentes de l'article 461 en indiquant que pour les infractions qui sont prévues par des lois spéciales, le procureur spécial ne peut pas décerner mandat. J'ai l'impression que vous l'avez dit, ce que vous dites, ce n'est pas une vérité d'évangile, puisque ça peut aussi ressembler à une lecture un peu sélective, parce que vous défendez vos clients. Mais toujours par rapport au code de procédure pénale, hier on l'a écouté ici, il est allé sur la base de l'article 63, mais aussi 114 qui dit qu'en cas de crime flagrant, ou si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne en cas de flagrant délit, si le juge d'instruction n'est pas saisi, et lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République interroge le suspect sur son identité et sur les faits, et s'il décide de le poursuivre, saisit le tribunal pour la procédure de flagrant délit et peut décerner mandat de dépôt contre lui. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Lisez la suite. C'est ce qu'il a fait. Et plus loin, on dit les dispositions ci-dessus sont inapplicables aux infractions dont la procédure est réglée par les textes spéciaux ou si les inculpés sont des mineurs. Et ceux qui sont aujourd'hui devant la juridiction ne sont pas dans ce cas de figure. Vous dites faux. Ils ne sont pas mineurs. Ils ne sont pas mineurs sans doute. Oui. Mais ils sont poursuivis. Pour le détournement des deniers publics, pour la corruption et pour le blanchiment. Ce sont 3 infractions qui sont prévues les grandes gueules. L'ordonnance qui crée la CRIEF.
Et l'ordonnance qui crée la CRIEF est une loi spéciale. C'est pour ça qu'on a affaire à un procureur spécial, c'est pour ça qu'on a affaire à une cour spéciale. Donc vous êtes aujourd'hui en train de dire ce matin, puisque l'ordonnance... C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Non, je suis sur la même question. L'ordonnance qui crée aujourd'hui la CRIEF, ce sont les compétences de la Haute Cour de justice qui ont été transférées à la CRIEF. Puisque en Guinée, on ne pouvait pas jusque-là... N'épiloguez pas. Je finis. Je dis parce que simplement... jusque-là, on ne pouvait pas poursuivre un ministre, un chef d'État. C'est pas mon sujet. Justement, pour pallier ce problème, le gouvernement a décidé cette fois-ci de mettre en place une juridiction qui allait revenir sur ces cas. Et aujourd'hui, lorsqu'on est des personnes devant la justice, je pense que sur l'ordonnance, aujourd'hui, le procureur est dans son rôle. Quelle est votre question? La question, c'est... Vous dites que le procureur spécial n'a pas qualité, parce que tout simplement, on parle de corruption. Mais la corruption, elle est punie dans le code pénal. Non, n'allez pas plus vite que la musique. Il a lu la disposition de l'article 114 du code de procédure pénale. Nous y sommes toujours. L'alinéa 2 dit, pour les infractions qui résultent d'une loi spéciale, le procureur est interdit de décerner mandat. Absolument. Et les lois spéciales, c'est lesquelles? C'est la loi, l'ordonnance qui crée la CRIEF en tant que juridiction exceptionnelle d'une part, mais juridiction spéciale d'autre part. 2. Il y a tout un listing des infractions qui fondent la compétence de la CRIEF et son article 5 qui reprend le détournement, la corruption et le blanchiment. Ce sont des infractions qui résultent de lois spéciales, en l'occurrence l'ordonnance qui a été créée ici en Guinée. Mon sujet n'est pas qu'ils sont ministres ou pas ministres, ce n'est pas le débat. Mon sujet, c'est que les infractions qui sont poursuivies, qui résultent d'une loi spéciale, ne permettent pas au procureur spécial de décerner mandat. Et je vous dis pourquoi. Le procureur spécial est une partie au procès. Dans le cadre d'une procédure pénale, il y a 3 parties. Il y a celui qui demande, il y a celui qui défend, il y a celui qui représente l'intérêt général. Le fait que le procureur spécial puisse être amené à prendre un mandat, ça résulte d'une situation exceptionnelle. C'est pour ça que la loi dit, s'il lui arrive de faire ça, parce que simplement il a dû arrêter Kassori, Fofana, Diané et toute la suite, qu'en l'occurrence il n'avait pas de juge d'instruction, il est tenu dès le lendemain de les présenter au juge. Parce que lui, il n'est pas une sur cette question, Antoine, permets de les présenter à un juge. Oui, parce qu'on est dans un cas de flagrant délit. Parce que là, justement, c'est tout de suite, c'est sur le champ. N'affirmez pas que vous êtes en cas de flagrant délit. Non, c'est ce que dit le procureur. Sur le champ. Oui. Si le jour J, c'est pas fait, le lendemain, c'est pas fait, et la même loi lui donne la latitude de transférer le dossier devant un juge d'instruction. Ok, reprenons le dossier. Avez-vous la preuve que le 6 qu'il a décerné mandat, que le 7, avez-vous vu un acte de présentation devant le tribunal? Il a dit ici dans les grandes gueules, on ne dit pas, selon ses propos qu'il a échangé avec les avocats. Qui n'ont pas contredit. Écoutez-moi. Voilà, si c'était faux. Non, attention, si c'était faux. Parce que. Mais laissez-moi parler. Je pose ma question. Vous allez parler tout de suite. Mais laissez-moi parler. La disposition, elle est claire. Mais je rappelle là, voilà, puisque nous lisons tous. Non, mais ne faites pas l'avocat. Hier, il a dit. Non, je ne suis pas l'avocat. Non. J'ai pas terminé ma phrase. Je dis ce que dit le procureur. Je disparais derrière ma source. C'est ça un journaliste. Non, mais votre source à vous. Le procureur, hier, dans cette émission, il a été clair. Il dit que si le jour J, ou le lendemain ce n'est pas fait, la loi lui donne l'autorisation de transférer le dossier devant un juge d'instruction. Et plus loin, il dit, j'ai échangé avec les avocats de ces personnes et nous sommes entendus. Alors, s'ils n'étaient pas d'accord avec... Lundi, le procès s'ouvre. S'ils n'étaient pas d'accord avec les propos du procureur, ils auraient pu prendre la parole pour démentir. Est-ce que j'ai la parole? C'est là le problème. Est-ce que j'ai la parole? Vous avez la parole, maître. Allez-y. Je défie au procureur d'apporter la preuve qu'il a un tant soit peu pris un acte de procédure qui indique aux avocats que le lendemain, une audience se serait tenue. Mieux. Il a menti? Il a éhontément menti. Bon. Les grandes gueules. Je le confirme. Il a flagramment menti. Non, il a éhontément menti parce que je suis encore très poli, je reste dans les limites de la courtoisie. Évidemment. Deuxièmement, il ne peut pas apporter la preuve que le lendemain, il a pris un acte de procédure déférant les gens devant le tribunal. Alors vous dites, il a dit, les avocats ont dit. Vous savez, le droit processuel ne résulte pas de il a dit. Il y a un acte qui est pris, qui est notifié à chacune des parties pour dire aujourd'hui que vous êtes déféré devant le tribunal à telle heure et vous avez une convocation et vous présentez devant le juge.
Premier jour, ça s'est pas fait. Deuxième jour, ça s'est pas fait. Et le troisième jour, il s'est rendu compte de sa bourde. Vous savez pourquoi? Non. Ce procureur n'a agi que dans le seul et unique but de placer sous mandat 4 personnes dont il savait qu'ils n'avaient aucune compétence de les placer sous mandat. C'est de la forfaiture. Donc, ce que vous voulez dire, justement, je voulais embrayer sur... C'est de la forfaiture. Aujourd'hui, le fait de transférer ce dossier devant un juge d'instruction... Mais c'est une faute. Mon cher ami, en droit processuel, encore les une fois, grandes gueules. Vous n'avez pas la liberté de serrer à gauche et de serrer à droite quand bon vous semble. Ça s'appelle de l'estoppel en droit. Lorsque vous avez pris un chemin procédural, vous êtes tenu de suivre ce chemin procédural parce qu'en même temps que vous, oui, mais laissez-moi terminer. Sauf que la loi vous permet aussi... Vous n'êtes pas gentil de me laisser pas. C'est la contradiction, c'est normal. Oui, c'est normal. Non, coupez-moi quand vous voulez. Mais coupez-moi de chemin. Et sur le même chemin, plus loin, il y a une autre disposition qui prévoit sur les 2 jours, si le procès... Ce n'est pas juste ce que vous dites. Il doit transférer le dossier devant le juge d'instruction. Mais alors, je dis l'acte initial, le mandat de dépôt, il n'a pas capacité. Il n'a pas compétence. Ouais, mais maintenant là, on commence à se comprendre. Mais si vous dites qu'il est lancé, il devait pas. Mais non, là c'est la loi. Une série de raisonnements. Non, là c'est je la vous loi. dis simplement que le chemin procédural qui est pris par le procureur, il n'a pas le droit d'en sortir si ce n'est avec l'avis de tout le monde et sous le contrôle du juge. Sur cette base-là, il a faux. Mais en réalité, revenons au mandat. Lui, il sait qu'il a faux. Lui, il sait que le deuxième alinéa de l'article 114 lui interdit de poser un mandat. Il a posé. C'est pour ça qu'on le poursuit en forfaiture. Alors, d'où ma question, maître. Vous pensez que le mandat subséquemment venu à la question de flagrance délit était délibérément pris par le procureur pour pouvoir garder dans les géoles ces 4 clients? Mais bien sûr, il le sait d'autant plus que lui-même... Qu'est-ce qui peut motiver une action pareille, selon vous, concrètement, dans le droit? Mais ce qui peut motiver, c'est tout l'acharnement personnel de ce procureur spécial. Oui, c'est trop facile. Là, on écoute un avocat, c'est normal. Mais vous avez eu le malheur d'inviter un avocat. Là, on écoute un avocat. C'est trop léger, ça. C'est de dire... Laissez-moi compléter. Voilà la lettre que le procureur spécial a quand même adressée aux avocats. Lui-même reconnaît sa bourde en disant, c'est pas un acte de procédure, donc je peux le lire, pas de secret. Oui. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dans la procédure suivie contre M. Ibrahim Kassori Fofana, dont vous êtes le conseil, initialement orienté en flagrant délit, le parquet a finalement saisi la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de temps. Wow. On ne peut pas, dans un cabinet de procédure, tirer à ou et tirer à dia. Non mais attendez, maître. Vous nous disiez tout à l'heure. C'est léger, ça aussi. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il ne vous a pas informé. Et là vous sortez une lettre. Je ne comprends pas. Justement, c'est bizarre. Mais non. Vous disiez qu'il ne vous avait pas informé. Vous êtes à la recherche de la petite bête, bien sûr. L'authenticité. Vous êtes à la recherche de la petite bête. Je vous ai pas dit Ce ça. n'est pas une question. Vous avez dit que vous n'avez pas été informé. Et là vous nous sortez une lettre où c'est clairement annoncé qu'il vous a Tout à l'heure, indiqué. on semblait dire que de l'échange qu'il y a entre le procureur spécial et les avocats, qu'il résulte un acte de procédure. Absolument. Je vous ai dit, c'est le contraire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis très cohérent et très logique. Vous avez dit qu'au début c'était la flagrance et lorsqu'il a décidé de changer, vous n'avez pas été informé. C'est lui qui a dit que c'était la flagrance. Moi je lui dis, on lui dénie le droit d'opter pour la flagrance et de changer lui-même, personnellement, volontairement, individuellement. Mais vous avez été informé lorsqu'il a décidé de changer. Après coup. La preuve, c'est la lettre. Mais bien sûr, je vous dis après coup. Je vous montre cette lettre. Et il a dit hier dans cette émission, parce que qui ne dit mot consent, Mais comment vous pouvez dire ça en procédure? Non, attendez. Si les avocats, parce qu'il a dit hier ouvertement à l'antenne, les avocats étaient à l'écoute. On aurait pu quand même les écouter, qui nous disent non, c'est des mensonges, comme vous l'avez dit. Mais ils l'ont pas fait. Instantanément, pendant qu'il parlait. Il a démenti ça où? Mais sur une radio concurrente. Sur une radio, si. Mais oui. Alors, vous pouvez douter de ce que vos 2 confrères vous disent. Donnez-moi ma lettre, s'il vous plaît. Mamadou Ismaïla Konaté, mesdames et messieurs, avocat donc de Kassori et compagnie. Notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Allez-y, mon cher Ahmed Kourma. Maître, bonjour. Considérez-vous... Il est très silencieux ce matin, Ahmed. Mais je suis ravi de l'entendre parce que
Ces propos ont fondé ma procédure hier. Merci pour le compliment. Waouh. Je vous ai dit, hein. Il fallait pas faire ça. Le compliment. Ah non, mais merci pour le compliment. Il est baba là. Ah non, mais je suis bouche bée. Ah non, mais maître, merci. Maître, il fallait pas le faire. Alors maintenant, expliquez, maître, parce que là, expliquez. Allez-y. Non, expliquez, maître. Je vous laisse la parole. Voilà, je vous dis, quand je suis arrivé. Compliment. Non, il peut fondre parce que. Vous verrez tout de suite. En fait, il y était. Je suis passé de radio en radio, et particulièrement votre radio que j'aime bien, parce que simplement il y a suffisamment de grandes gueules ici qui hurlent tellement bien. Et la principale grande gueule, c'est quand même Ahmed. Quand je l'ai entendu ouvrir, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il va dire? Et puis je l'entends une fois, je l'entends deux fois, j'appelle 2-3 confrères, j'ai dit écoutez-le. Parce que je mettais en contradiction flagrante les propos du procureur qui lui-même a cité une disposition. Après, il nous a lâché. Hein. 460, oui, mais voilà. Of course, parce que la charge de Ahmed était tellement lourde. Donc, les grandes gueules. Le téléphone s'est coupé. Alors, visiblement, il a lui-même cité 461. Dans 461, il y a 114. Et Ahmed a dit, monsieur le procureur, sauf votre respect, ce que vous dites n'est pas logique. Visiblement, votre détermination. Les grandes gueules. Non, mais vous savez, maître, là, ils sont jaloux, mais vous avez le temps. Ce n'est pas une question de jalousie. Bon, je peux poser ma question. Vous savez, c'est un avocat qui est là, je comprends sa stratégie. Non, ils sont incapables de reconnaître les qualités. Je pense qu'il est incroyable. Il a réussi à le neutraliser. Je rappelle tout simplement que cette lettre que Maître vient de nous brandir a été signée le 7. Donc, ce n'est pas une lettre qui est sortie hier. Ouais. Donc, ça veut dire que les avocats ont été bien informés. Ouais. Quelle est la conséquence que vous tirez du fait que les avocats ont été informés? Nulle. Rien. Qu'on soit informé, ça apporte une contradiction à vos propos. Du tout. Vous disiez qu'il n'était pas informé. Alors, la lettre apporte la contradiction. S'il vous plaît, je suis invité, laissez-moi placer un ou deux. Allez-y. Je reviens pour vous dire. Le principe ici, c'est qu'on apporte des contradictions. Mais bien sûr, apportez-le. Peu m'importe l'information des avocats. Ce qui m'importe, est-ce qu'il y a eu un acte de procédure notifiant aux avocats qui sont appelés à l'audience le lendemain? On est en matière de procédure là. Mais là, il a reconnu qu'il n'y a pas un acte de procédure, mais il vous a informé du nouvel cheminement. Je vous dis, peu m'importe l'information. Peu m'importe l'information. Mais ça n'impacte pas un droit processuel. Ça m'informe clairement. Une question. Ça ne m'importe pas. Maître, aujourd'hui, vous êtes en Guinée depuis ce week-end pour défendre vos clients. Vous êtes un renfort, je l'ai rappelé tantôt hier. Alors, je vous ai entendu hier aussi. Oui. Pas ça montre tout le sérieux qu'il y a dans ce dossier. Vous arrivez, quelles sont les informations en votre possession? Parce que moi, jusque-là, il y a un flou total à mon niveau. Je ne sais pas quelles sont les charges véritables qu'on porte contre votre client, quels sont les éléments que le procureur a contre vos clients. Parce qu'il dit avoir des éléments assez graves qui l'autorisent à mettre en détention vos clients. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ces éléments dont il dispose? Et dites-nous à quand le procès? Alors, c'est ça qu'il faut rappeler en termes de principe fondamental en matière de droit de la procédure. La loyauté s'impose à tout le monde. Le procureur ne peut pas être en possession aujourd'hui d'informations qu'il garde sous le coude. La procédure est ouverte. Imaginez qu'il ait découvert un cadavre dans le frigo de Kassori Fofana. Il ne peut pas se le garder tout seul au stade de la procédure. Vous n'êtes au courant de rien? Vous voulez me dire que vous n'êtes au courant de rien? Non, je suis en train de répondre plutôt. Allez. Alors qu'il ait un cadavre de phacochère dans le frigo de Kassori Fofana, il ne peut pas lui seul être en possession de cette information et ne pas nous la communiquer. Au stade d'aujourd'hui, en dehors des PV d'enquête de police, qui n'ont absolument rien à voir ni avec le détournement, ni avec le blanchiment, ni avec la corruption, les éléments d'information qui résultent de ces PV d'enquête parlaient de toute autre chose. En situation d'enquête, subitement on parle, 1, de mandat de dépôt, 2, de flagrant délit sur des éléments factuels dont on n'a pas possession. Exemple d'éléments dont dispose le procureur. Mais ils ne les connaissent pas. Donc vous ne les connaissez pas. Mais je vous assure que j'ignore tout. Mais non, ils n'ont pas accès. Mais je vous parle de loyauté. Normalement, la défense doit avoir accès au dossier, non pas. Mais maître, j'ai une question pour
qui connaît votre parcours... Mais attends le procès. Je peux poser ma question? question? Je réponds à mon ami Ahmed d'abord. Merci. Oui, allez-y, Ahmed. Merci, maître. Alors, pour qui connaît votre parcours, on sait qu'au Mali, vous avez été ministre de la Justice et on sait votre engagement contre la lutte, justement, contre la corruption, etc. Et je vous dis, aujourd'hui, la CRIEF est un outil nécessaire à la Guinée. On en a besoin. Mais cette impression qu'elle est dévoyée, moi, me pèse. Est-ce que vous avez l'impression que la procédure qui a été engagée, on a plus privilégié la présomption de culpabilité au détriment de cette sacro-sainte présomption d'innocence? C'est évident, vous savez, un homme politique, c'est toujours la sale gueule. C'est toujours la sale gueule. Quoi qu'on fasse, nous tous, en face des hommes politiques, j'en ai été un, je n'en suis plus, mais on a une suspicion... Les grandes gueules. Oui, mais maître, laissez-le répondre. Le procureur ne peut pas quand même, un procureur spécial de la CRIEF ne peut pas quand même se lever un beau matin et placer sous mandat de dépôt Diba, Jacques, Maf et Ahmed sans que ces éléments, sans que des éléments fondés ne soient à sa possession. C'est trop risqué. Je reviens à Ahmed. Et je vous prends tout à l'heure pour répondre. C'est pas très procédural non plus. Vous aimez plus Ahmed que nous autres. Bien sûr, bien sûr. En tout cas pour ce matin. Bon. Pour les détournements de deniers publics, est-ce que vous connaissez le quantitatif de montant qui est reproché? Non. Aujourd'hui. Sur le blanchiment, est-ce que vous connaissez les choses sur lesquelles porte sur le blanchiment? Non. Sur la corruption, est-ce que vous connaissez le quantitatif de montant qui est en cause? Ça fait 6 jours qu'ils sont sous mandat de dépôt. Ça fait 6 jours que sur la base de détournement, on ne sait pas si c'est plusieurs milliards de dollars qui sont en cause. Le procureur n'a pas parlé. Et pourtant, il connaît bien le chemin des médias. Hein. Il vient ici souvent, il parle de choses et d'autres. C'est pour ça que je dis, on est dans un flou artistique. Oui, certes, il n'y a pas eu une déclaration officielle du procureur. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifierez le fait que des anciens dignitaires soient convoqués et amenés à justifier peut-être leur gestion et des mannes financières qu'ils ont et qu'ils n'arrivent pas à justifier? Mais attendez. Comment est-ce que vous qualifierez cela, vous? Votre question n'est pas juste parce que personne n'est allé les trouver pour dire voilà le milliard justifié. C'est pas comme ça qu'on démarche en droit. Non, mais... attendez. Non. La loi, c'est clair. La loi sur la corruption, c'est bien sûr. Et il y a une structure spéciale. À la personne qui est accusée. Alors, très content d'être des excellents journalistes. Vous prenez maintenant pour des vrais juristes et vous prenez des options qui sont difficiles à supporter. Quand vous dites la corruption permet ça, c'est pas possible, monsieur. Non. La loi sur la corruption. C'est la corruption. La loi sur la corruption. Elle régit quoi? Elle sanctionne la corruption. Elle prévient et sanctionne la corruption. Je vous dis, elle régit quoi, la loi sur la corruption? Le bon fonctionnement. Non, attendez, vous dites la corruption, vous allez... La bonne gouvernance. Voilà. Oui, mais ça régit les procédures pour... Je vais sortir... Je dois répondre à mon ami. Oui, mais ne nous mettez pas en même temps dans des jeux de mots. Non, ce n'est pas des jeux de mots. Quand vous dites aujourd'hui que la loi sur la corruption permet cela, ce n'est pas juste. C'est que tout le monde dit, il y a une présomption que, au regard de ces hommes politiques, visiblement de leurs biens, forcément l'origine de ces biens est illicite. Il ne s'agit pas de le dire. Il faut le prouver. Non. Attention, là, nous sommes en finances publiques. Non, attendez. S'il te plaît, nous sommes en finances publiques. Et en finances publiques, la disposition, elle est claire. On dit qu'il y a la présomption de culpabilité. La charge de la preuve incombe au prévenu ou à l'accusé, c'est-à-dire, il revient à l'accusé ou au prévenu de justifier l'origine de ces fonds qui font l'objet de suspicion. Quand il est mis en cause, cher monsieur. Justement, et aujourd'hui, c'est le cas. Non. C'est le cas. Laissez-moi parler. Non, mais on vous laisse parler tout ce temps, vous parlez, mais vous êtes toujours dans une défense. Non, du tout. C'est-à-dire que vous évoquez des choses nouvelles dans le débat et vous ne laissez pas le débat se faire là-dessus. Allez-y. Vous invoquez une disposition qui concerne quelqu'un qui est mis en cause dans le cadre de la corruption. La démarche est la suivante. Cher monsieur, on vous soupçonne d'avoir eu un comportement qui est à l'origine d'un détournement de la loi dont la conséquence vous a doté de biens que vous n'aurez pas eu si ce n'est pas la mise en œuvre de cela. Ça, c'est la corruption. L'enrichissement illicite, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, au plan patrimonial, on estime que vous avez un quantitatif qui est tellement important que vos revenus ne peuvent pas justifier. Dans ce cas-là, vous êtes mis en cause d'une part et il vous revient à vous d'apporter la preuve que l'origine... Oui, c'est ce que c'est normal. Mais je Les grandes gueules. Je confirme. Hier autour de la Bien, allez-y, ma frère. Hier autour de la table. Mais je confirme.
hier autour de la table. Alors, mais vous confirmez, ça signifie que votre position de départ a changé. Pardon, Antoine. Allez-y, Mafoudia. Il y a un d'entre vous qui disait que s'il y a quelque chose qui est difficile à prouver, c'est bien la corruption. Et j'ai encore en mémoire hier l'intervention du procureur qui disait, par rapport aux éléments, il ne disait pas qu'il n'en avait pas, mais il s'abstenait de communiquer sur les éléments qu'il détenait. La loi le lui confère ou pas? C'est malhonnête. Je vous ai parlé de loyauté procédurale. Je vous ai parlé... Non, mais je vous ai parlé de loyauté procédurale. C'est une question. La loi le lui permet ou pas? Mais la loi dit, le principe absolu en matière de droit processuel, c'est que les parties mettent tout sur la table. On discute. C'est ça le principe dispositif. C'est le principe. Mais est-ce que dans les détails... Pardon, allez-y. Le procureur a son calendrier, vous n'allez pas l'obliger à parler aujourd'hui. Est-ce que, vu sous un autre angle, la loi le lui permet? C'est ce que je veux comprendre. Je vous dis que la loi nous impose d'avoir une démarche loyale en matière de procédure. Maître, pour parfaire la question, est-ce que il y a... Attendez les garçons. Est-ce que... Non mais pour parfaire... Maître, non mais j'ai une question justement. Si tu me laisses parler. Si tu me laisses parler, j'avais une question. Merci, je suis la perfection même. Merci beaucoup. Pour parfaire la question de Maf, tu es jaloux ce matin, c'est bizarre. Pour parfaire la question de Maf, maître, est-ce que dans la procédure, il y a obligation à ce que vous, défense, ayez accès au dossier? Est-ce que, en gros, est-ce que le procureur a l'obligation de partager le dossier avec vous? C'est ça ma question. Avant que vous ne répondiez, c'est ça la question. Laisse-moi placer. Je n'ai jamais vu Ahmed aussi doux avec un invité dans ce studio. Mais ce matin, il est très courtois. Allez-y. Mais je ne te reconnais pas ce matin, Ahmed. Allez-y, il a posé une question, Antoine. Allez-y. Allez-y, maître. Vous êtes acharné pour rien. En fait, seul Ahmed est dans le sens. Les grandes gueules. C'est comme au prétoire. C'est très chaud. Donc vous êtes habitué. Bien sûr. Les grandes gueules. Parce que, en fait, j'angoissais en venant ici, mais à vous entendre, je n'angoisse plus. Je n'angoisse plus. C'est amical. Parce que, simplement, le principe du contradictoire est un principe absolu. C'est qu'on ne peut pas juger d'un élément factuel avant que toutes les parties au procès puissent évoquer l'élément factuel. Donc ça veut dire que ce que vous avez dans la boîte judiciaire, vous le sortez, on en parle. Donc dire aujourd'hui que le procureur a son agenda, il ne peut pas avoir d'agenda. L'agenda, c'est l'agenda de la procédure. Mais la question de Maf, mais laissez-moi terminer. Est-ce que la loi lui permet au moins d'avoir un agenda? Parce que c'est bien cela. Est-ce que la loi lui permet elle vous a jamais dit ça. Non, mais c'est ça. C'est ça sa question. Elle confirme. Il a dit ici clairement, on lui a posé des questions. Est-ce que vous avez des éléments tangibles? Il a dit que évidemment qu'il a des éléments tangibles, mais qu'il s'abstient de les partager avec nous. Maintenant, ma question, est-ce que la loi lui donne ce droit? Il n'a pas le droit en raison du principe absolu de la loyauté procédurale. Le procès équitable, c'est le procès dans lequel... Il n'y a pas de secret d'instruction? Non. C'est lui qui est venu, ça ne tombe pas dans ce cas-là. C'est lui qui est venu. Comment? J'ai dit l'instruction entre eux. C'est lui qui est venu dans les médias. Oui, mais ça tombe dans le domaine du secret de l'instruction. Quand on dit aujourd'hui qu'on poursuit un tel pour détournement des deniers publics, où est le secret quand on dit que c'est pour 1000 milliards de francs guinéens? Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous avez... Vous dites... Les grandes gueules. Vous avez dit que vous allez poursuivre le procureur pour forfaiture. Vous maintenez cela? Je confirme. Okay. Alors c'est vrai que beaucoup parlent d'acharnement aujourd'hui. Et quand vous êtes venu, sûrement vous avez eu une séance de travail avec vos collègues guinéens. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit clairement, vos collègues guinéens, puisque le procureur, lui, n'a rien dit? Je refuse de répondre. Ah, vous refusez de répondre. Ah, mais vous faites comme le procureur. Ça me concerne avec mon confrère. Mes confrères. Vous voulez que j'évoque... Et est-ce que vous avez rencontré vos clients? Vous voulez que... Je réponds. Vous voulez que j'évoque des choses que je dis avec mes confrères qui relèvent de la stratégie? Vous voulez que le procureur dise ce qu'il a alors qu'il n'a pas... Il n'est pas la stratégie. Oui, monsieur. Le procureur aussi est dans sa stratégie. Non. Je demande vous avez votre stratégie, lui il a la sienne. Je demande au procureur, pour que les infractions qu'il a évoquées soient précises, qu'il puisse accrocher les chiffres. C'est tout. Et vous avez pu rencontrer vos clients? Bien sûr. Comment ils se portent? J'ai eu le toupet de demander à l'un d'entre eux comment ça va, et c'est la question qu'on pose. Lequel? Non, la question qu'on pose pas au président. C'est pas secret, lequel? Vos clients, lequel? Je refuse de Vous avez rencontré l'ancien Premier ministre, je Il refuse de répondre. se porte bien. Je refuse de répondre. Oui, maître, on a entendu dire que vous n'avez rien à reprocher au procureur. J'ai eu le toupet de serrer la main à cette personne et de demander comment ça va.
savez, on se prend un peu comme si on était dans l'ordinaire, mais comment ça va? On ne demande pas à un prisonnier. Oui, mais maître, on a entendu dire que vos clients sont mal détenus. On apprend qu'ils sont dans une chambrette à 4 ou 5 dans la même chambre. J'ai pas été là. Donc vous avez expliqué forcément dans les conditions de détention. On apprend qu'ils dorment sur des matelas posés par terre. La prison, c'est une privation de liberté. Les conditions de détention, parlez-nous un peu. La prison, est-ce que les conditions sont requises? Vous savez, moi j'ai visité... On parle de l'ancien Premier ministre. J'ai visité beaucoup de prisons en Afrique. Quand vous allez dans les prisons et que vous voyez l'état des prisons, c'est symptomatique justement de l'état de respect des droits de l'homme. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. De ces assises, on en parle encore ce matin, Jacques Léo-Aleno. On en parle parce qu'on a vu hier les images qui nous sont venues de l'intérieur. De l'intérieur, je vais le JT, hein. Oui, du côté de Cancan, c'était pas fameux. Hein. Du côté des Zérékoré aussi. C'est pas une grande réussite. On l'avait prédit. Après, bon, c'était assez compliqué pour plusieurs raisons. La préparation et puis les partis politiques qui ne sont pas d'accord. Il faut quand même le reconnaître, la société est très politisée. Et puis vous avez quelques organisations de la société civile aussi qui ont émis des réserves, qui n'ont pas beaucoup apprécié la façon dont les gens ont été cooptés pour faire partie de ce comité national des assises. Beaucoup de réserves autour, et je crois que ça a dû avoir de l'effet. Mais ce n'est qu'une partie de l'explication. L'autre explication, si vous organisez aujourd'hui à l'intérieur du pays des assises, vous avez du mal à rassembler tout le monde. Il y a des activités à certains endroits, ce sont des activités champêtres où vous avez des paysans qui ne vont pas abandonner leur boulot pour venir s'asseoir dans une salle et communiquer avec vous, ou alors d'autres qui sont dans des marchés, en tout cas qui ont des préoccupations particulières, donc ils ne semblent pas être forcément intéressés par cette histoire, surtout qu'il a été dit que c'est pour ceux qui ont des choses à dire au comité national des assises. Ils vont donc faire un tour et puis recueillir les problèmes et puis après derrière dresser un rapport. Ce qu'on a pu voir, il y a le lancement ici à l'interne, mais il y a également le lancement dans les ambassades à l'étranger. J'ai vu Dansa du côté de Kindia. Dansa a lancé des activités du côté de Kindia. Les Baouri et autres sont à l'intérieur du pays. Beaucoup de cadres sont quand même partis à l'intérieur. Encore une fois, il y aura des difficultés à obtenir la mayonnaise ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Encore une fois, je crois que ce qui a été dit aussi, ce n'est pas la réconciliation telle qu'elle a été annoncée qui va se faire en cette période. Ce n'est que l'observation qu'on fait, c'est l'écoute, on recueille des informations, on dresse un rapport. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que le rapport qu'on va élaborer après ces assises sera consistant pour prendre en compte toutes les préoccupations des Guinéens? C'est cela la grosse question, d'autant plus qu'il n'y a pas de participation massive, en tout cas pour l'instant. Oui. Allez-y, Ahmed Kourouma. Non, mais tu disais que la mayonnaise ne prenait pas. Moi, je dirais que la mayonnaise est rance et que c'est un bide complet. On l'a dit, c'est malheureusement, tu sais, dans ce pays, il n'est pas bon d'avoir raison trop tôt. Parce qu'on te dit, ouais, il critique, mais c'était prévisible ce qui s'est passé. C'est quoi le rôle de l'État? C'est quoi le rôle de l'État lorsque tu parles de réconciliation? D'abord, c'est de faire un maximum de bruit, donc c'est un maximum de pédagogie. Premièrement, il n'y a eu aucune pédagogie qui a été faite. Deuxièmement, c'est de communiquer. Le président de la République a parlé de cette histoire de réconciliation en décembre. Là, récemment, jusqu'à la veille de l'ouverture des assises, je le répète, les TDR n'étaient pas faits. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de... Je me souviens, j'étais au Fouta, vous avez eu Condé. Oui, on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu, il s'est offusqué ici que je lui ai mal parlé, etc. Alors que je n'ai fait dire que la vérité. J'ai dit la vérité lorsque c'est un sujet tellement important, la réconciliation. Enfin, ça fait des décennies que les Guinéens s'entre-déchirent sur le Camboiro, sur 2007, sur etc. Ça fait des décennies qu'on vit dans l'ethnicisation, qu'on dénonce tous dans ce pays. C'est un sujet éminemment important. L'initiative du départ est très belle, elle est magnifique. C'est la réalisation, comme d'habitude, qui foire. Et c'est toujours le cas en Guinée. On a de belles idées, on ne sait pas les mettre en place. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il fallait, tu sais. Parce que ce qui m'étonne un petit peu, et quand je dis ce matin que la mayonnaise ne prend pas, tu vois quand même des sommités comme Dr Makale, tu prends... Mais elles sont venues se greffer. Tu prends Baouri, entre autres. Le problème, c'est que, tu vois, c'est qu'on a travaillé en autarcie. C'est du suivisme. Non, c'est même pas du suivisme. Ça va plus loin. Non, mais attends, ça va plus loin. Il faut respecter.
Enfin, voilà. Non, Bahouri a une expérience. Non, mais je voudrais finir. Bahouri a une expérience. Non, écoute-moi. Bahouri. C'est pas vrai. Bahouri a une expérience. Il a été ministre de la réconciliation dans ce pays. Alors, Bahouri a une expérience. Docteur Makadé, mais malheureusement, c'est encore l'impréparation qui a prévalu dans la mise en place de ce processus de réconciliation donne aujourd'hui les résultats que ça doit donner. Il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Je le dis, il y a eu un manque de pédagogie, un manque de préparation. Il y a eu un manque, et puis ils ont travaillé entre soi. Et le peuple, en fait, tu sais le problème, les Guinéens, on est très patriotes à ce niveau-là. Lorsqu'on nous interpelle sur certains sujets, on y va. Lorsqu'on n'est pas interpellé, qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des gogos, on n'y va pas. Voilà, le peuple a évolué. Là, aujourd'hui, l'ouverture au monde fait que les gens regardent ce qui se passe. On aurait dû, tu me poses la question, alors je vais répondre à ta question. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Oui. Le problème en Guinée, c'est quand on les grandes gueules. Pas le problème, non. Les solutions. Oui, mais la solution, je vais te le dire. Elle vient par rapport au problème que je vais soulever. Mais justement, s'il te plaît. Ça fait 10 minutes. Non, mais ne me dicte pas ma réponse en plus. Mais alors, pas du tout, mon cher ami. Donc, je dis que le problème en Guinée, c'est la démocratie, c'est le débat. Arrête tes fourre-tout là. Mais qu'est-ce que tu m'énerves quand tu me fais ça? Non, interdiction. Ne coupe pas. Non. Tu sais, j'aime bien l'interdire. C'est ça, c'est plus fort que moi. Ce que je veux dire. Tu vois, voilà, sois gentil. Pardon, merci. Merci. Donc, j'aime bien l'interdire. Pour une fois, je te supplie, laisse-moi finir. Merci. Vas-y. Donc, on se ressemble, on n'aime pas les interdictions. Je suis d'accord avec toi. Donc, je t'interdis pas de me couper le micro. C'est bon? Donc, ce que j'essaie de dire. Un gueulard à plat ventre. Ce que j'essaie de dire. Je dois reconnaître qu'il vient de me mettre un 10-0 là sur ce coup. Je dois le reconnaître. Bravo, Roby. Normalement, tu dois être coriace. Non, franchement, je viens de me mettre carpette là juste pour qu'il me laisse parler. Je te jure. Non, Roby, là, tu viens de me mettre un 10-0. Tu fais salam alek. Vas-y. La solution. Oui. Le problème qu'on a dans ce pays, c'est que lorsqu'on ne sait pas faire les choses, on n'a pas l'humilité de dire je ne sais pas faire. Ouais. C'est ça. Oui, c'est vrai. On n'a pas cette humilité. Le Guinéen sait absolument tout faire. Il connaît tout sur tout. On sait tout faire, on connaît tout sur tout. Et puis au final, on connaît rien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.